de la rencontre d'Addis Abeba, le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, le directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population, le vice-président de la Commission de l'Union africaine, ainsi que le Premier ministre éthiopien. Après leur discours très applaudi, les ministres africains se sont vus présenter le projet de déclaration à adopter. Les divergences sur le texte apparaissent aussitôt et la ministre tchadienne de l'Action sociale fait remarquer que certains termes utilisés sont à éclaircir. Nous avons un document qui parle de la recommandation en matière de santé, de la reproduction et en matière de sexualité. C'est un document produit par un groupe de travail de haut niveau sur la CIPD. Dans ce document, nous retrouvons des expressions telles que orientation sexuelle, famille émergente, liberté des rapports sexuels hors mariage, etc. Ces notions, je voudrais savoir si ça a été fait l'objet de discussions préalables. Si tel n'est pas le cas, il faudra bien qu'on en parle, qu'on en discute pour que cela reflète la position commune de l'Afrique. Le débat se poursuit au deuxième jour des travaux des ministres et devant ce qui semble être une impasse, le présidium convoque une réunion informelle avec les chefs de délégation. Plus de 5 heures de discussion plus tard, la plénière reprend et avec elle, le débat qui bloque toujours. Le président de la session déclare alors la fin des travaux et la délégation tchadienne campe sur sa position. Nous n'avons pas adopté la déclaration de Addis Abeba parce que les articles 17, 18 et 35 sont contraires à nos valeurs éthiques et morales. Et ça risque de nous créer des problèmes dans l'application au niveau national. Les articles parlent de la non-discrimination, mais il y a des nuances parce que ça ouvre une porte à certaines valeurs que nous, on n'accepte pas. La conférence d'Addis Abeba sur la CPID après 2014 n'aura pas eu l'issue escomptée par les organisateurs. La déclaration d'Addis Abeba a bien sûr été adoptée, mais plus d'une dizaine de pays se sont réservés, notamment sur les 3 paragraphes à polémique. Le Tchad, pour sa part, a simplement et purement refusé d'adopter cette déclaration en sa forme présentée. Revenons ici en N'Djamena. Chaque année, le premier lundi du mois d'octobre est célébré la Journée mondiale de l'habitat. À cet effet, le ministre des Affaires foncières et des Domaines, Gatangoulou, a rendu public une déclaration. Voici son extrait. Cette année, le thème retenu est la mobilité urbaine. Par ce thème, les Nations Unies nous offrent l'occasion de réfléchir sur les problèmes et les défis auxquels doivent faire face nos villes, notamment ceux liés à la croissance démographique. La mobilité et l'accès aux biens et services de base sont essentiels pour le bon fonctionnement de nos villes en croissance rapide, avec une urbanisation non maîtrisée. La population urbaine de notre pays est passée de moins de 10% de la population totale en 1960 à plus de 30% en 2010. Cette tendance est encore plus accentuée pour notre capitale, N'Djamena, dont la population est passée de 84 000 habitants en 1960 à 1 200 000 habitants en 2010, soit une multiplication par plus de 14. C'est le lieu de saluer les efforts du gouvernement en matière d'infrastructures et de voirie urbaine, réalisés sur toute l'étendue du territoire. Nos villes changent de visage au quotidien, en commençant par N'Djamena, la capitale, appelée à être la vitrine de l'Afrique. Nous devons cependant résoudre les difficultés liées à l'insuffisance des ressources humaines qualifiées et des ressources financières face aux besoins énormes en matière de planification urbaine. Pour ce faire, mon département ministériel a entrepris la réalisation de documents de planification urbaine de toutes nos villes, la modernisation et l'informatisation de la gestion foncière et domaniale, l'éradication des sources de conflits fonciers et domaniaux, le lotissement et la viabilisation de grands espaces pour satisfaire les demandes de nos concitoyens, la mise en œuvre des programmes de construction d'habitats économiques et sociaux. Après la région du lac, la délégation conduite par le secrétaire d'État s'est rendue à Massakouri dans le Hadjer-Lamis. Elle est allée compatir avec les victimes des inondations. Un don composé des vivres et des kits de survie est remis aux sinistrés lors de cette visite. Doba Robert.
Le gouvernement, par le biais du ministère de l'Action sociale, de la solidarité nationale et de la famille, est au chevet des sinistrés de Massakori dans le Hadjar Lamis. Des vivres et kits de survie sont ainsi mis à leur disposition. Il s'agit entre autres de céréales, d'huile, des couvertures, des nattes et des bâches. C'est le gouverneur de la région de Hadjar Lamis, Ahmad Mohamed Karambal, qui a réceptionné ces vivres et kits de survie. Je ne peux qu'exprimer ma satisfaction à l'égard de ces gestes hautement symboliques, mais également patriotiques à l'endroit de nos populations sinistrées. Ce concours, dont je suis sûr soulagera un tant soit peu beaucoup de ces personnes, dont certains ont perdu leur maison, d'autres le minimum de biens qu'elles avaient. En remettant ce don aux autorités administratives de Hadjar Lamis, le secrétaire d'État à l'action sociale, à la solidarité nationale et à la famille insiste sur la distribution de ce don. Monsieur le gouverneur, je voudrais attirer votre attention pour que vous suivez personnellement la distribution, vous supervisez pour que cette aide aille tout droit aux bénéficiaires, c'est-à-dire les victimes. Nous ne voudrons pas écouter que ces produits se sont retrouvés sur le marché quelque part. Non, c'est destiné aux victimes, ça doit aller aux victimes. Les bénéficiaires, pour leur part, expriment leur profonde gratitude au chef de l'État qui ne cesse de soutenir les personnes en situation particulièrement difficile. Sachez aussi qu'une autre délégation du ministère de l'Action sociale vient de séjourner dans les deux Logones pour la même mission conduite par l'inspecteur général Kemba. La délégation est allée remettre une assistance du gouvernement aux victimes des inondations de Doba et de Mundu, Adef Ahmad Benrama. Le don du gouvernement est destiné aux victimes des inondations et torrents survenus dans les deux Logones. Ce sont le gouverneur du Logone oriental, Mahamazen Aladiaya, et son collègue du Logone occidental, Mokhtar Wawadahab, qui ont réceptionné l'assistance des mains de l'inspecteur général du ministère de l'Action sociale, de la solidarité nationale et de la famille, Kemba Kia Dambil. Ce don est composé des produits vivriers, hygiéniques, des tapis en plastique, des couvertures, des moustiquaires et des bâches. Cette assistance traduit l'humanisme des plus hautes autorités, affirme l'inspecteur général. Cette assistance composée de divers articles témoigne du soutien moral, de la disponibilité et de l'engagement du gouvernement à soulager les compatriotes victimes d'inondations dans leur peine. Chers compatriotes sinistrés, sachez que le président de la République, chef de l'État qui œuvre pour le bien-être de ses compatriotes, est avec vous et partage entièrement vos souffrances du moment et vous encourage à vous reconstituer afin de reprendre vos activités quotidiennes. Ce geste du gouvernement est apprécié à sa juste valeur par le gouverneur du Logone oriental. À travers cela, nous pensons que le gouvernement entend, comme vous venez de le dire là, entend permettre à cette population sinistrée de se remettre debout, de se remettre au travail et de retrouver sa dignité. Par rapport aux soucis des responsables de l'action sociale, quant à la destination de cette assistance, le gouverneur du Logone occidental s'est montré rassurant. Je vous assure que tout ce que vous avez livré ici va aller à ceux pour lesquels c'est destiné. Je vous remercie, on en fera un bon usage. Après cette réception officielle, les comités de crise se chargeront de la distribution de ces dons. Dans le Moïchari, les agents communaux et les comités d'assainissement des communes de Sar et Moïsala viennent de bénéficier d'une formation sur la gestion des déchets solides. C'est une initiative du PNUD et de l'ONU Habitat en partenariat avec les autorités communales des deux circonscriptions. Debo Hubert. Ce sont plusieurs comités d'assainissement des villes de Sar et Moïsala qui œuvrent aux côtés des autorités communales dans les processus de développement local. En dehors de l'assainissement, ils inculquent à la population les notions de citoyenneté. À travers cette formation, les partenaires que sont les PNUD et l'ONU Habitat veulent renforcer les capacités des membres de ces comités pour plus d'efficacité dans leurs actions.
Les techniques de gestion des déchets solides ont fait donc l'objet d'échanges durant les 2 jours de travaux. Pour le maire premier adjoint de Sarre, la gestion des déchets est l'une des grandes difficultés des villes en voie de prospérité. Madi Jacqueline espère qu'à l'issue de ces séminaires, les 2 villes vont nettement améliorer leur politique dans le domaine et réitère la reconnaissance des différentes communes aux partenaires au développement. Reste selon elle la vulgarisation de ces connaissances par les participants aux autres membres des comités. Pour répondre à quelques-unes des préoccupations des communes de Sarre et Moïsala, divers matériels ont été offerts au terme des travaux par les PNUD et l'ONU Habitat. D'une session à une autre, c'est en technique de négociation, médiation et bon office organisée par la CELIAF au profit des représentants des associations féminines et aux membres de ces 10 antennes s'est achevé hier en Djamena. Objectif, renforcer la qualité de participation des femmes au processus de consolidation de la paix et de la sécurité au Tchad. Abdelmadji Ahmad, reportage. Cette formation a permis aux membres de la cellule de liaison et d'information des associations féminines CELIAV de renforcer leurs capacités en technique de médiation, des négociations et des bons offices. Pour une meilleure visibilité sur le terrain, les participants sollicitent le soutien multiforme des différents acteurs, la multiplication des efforts dans la résolution des conflits, l'application des textes exclusifs et non discriminatoires et le renforcement des capacités des femmes dans la gestion des conflits sont aussi au nombre de recommandations adressées au gouvernement et aux partenaires. La secrétaire générale de la CELIAF invite les femmes à plus d'engagement. J'affirme avec satisfaction et sans doute que l'expertise de la CELIAF en gestion de conflits s'est améliorée en quantité et en qualité. Nous osons croire que votre disponibilité et contribution aux côtés de la nation tchadienne tout entière, ainsi que le dynamisme et la persévérance des femmes ne feront pas défaut. La CELIAF entend étendre cette formation à ces 10 antennes des régions du pays. Il s'agit notamment des régions du Mayukebi-Est, de Mandoul, du Guéra et du Logon occidental. L'actualité, c'est aussi cette rentrée politique du Parti démocrate et socialiste PDS. La cérémonie a lieu hier dans un hôtel de la place en présence du président national du dit parti, Bouka Dibey. Le compte rendu est signé Digbo Hubert. Face à ces militants qui se sont donné rendez-vous, le président national du PDS a dévoilé son vaste programme politique. Parti démocratique et socialiste, le PDS se veut un parti rassembleur. À moins d'1 an d'existence, le PDS, aux yeux de ses membres, ne cesse de conquérir le terrain et renferme toutes les couches sociales du pays. Pour le président national Djividi Boukar, le PDS fait sien les valeurs de la liberté, l'égalité et la fraternité. L'objectif est de contribuer à la fondation d'un pays de droit où toutes les valeurs de la démocratie sont respectées. Le président national lance un appel à tous citoyens épris de la liberté et de la justice de rejoindre les rangs du PDS. Pour les ambitions immédiates, le PDS entend déjà se positionner pour toutes les élections à venir. D'ailleurs, la candidature du PDS au présidentiel de 2016 a été officiellement déclarée lors de cette rentrée politique. Pour témoigner leur fidélité aux idéaux du Parti démocratique et socialiste, nombre de militants se sont prononcés avec la conviction de se sacrifier pour la réussite de ces partis politiques. Page sportive de cette édition, la finale de la Coupe de la Ligue de football féminin de la commune de Djamena s'est jouée ce samedi 5 octobre. Le match qui a mis aux prises des champions de la Ligue de Djamena Retrouvailles Football Club au vice-championne Sécus s'est soldé par la victoire des filles de Retrouvailles. Le temps fort avec Katnouba Théophile. Retrouvailles Football Club est incontestablement la meilleure équipe de la Ligue de football féminin de la commune de N'Djamena. Après le titre de champion glané le week-end dernier face à Sécus Football Club, les champions en titre viennent de remporter la Coupe de la dite Ligue face à la même formation. Conditionnées physiquement, bien organisées techniquement et tactiquement sur tous les compartiments du terrain, les filles de Retrouvailles ont dominé leurs adversaires durant toute la première mi-temps sans toutefois trouver le chemin de but. Les filles de Sécus qui procèdent par des contres ne parviennent pas également à tromper la vigilance de la défense adverse et surtout celle du gardien de but Yogernial Eliane qui se trouve dans ses beaux jours.
Cette inefficacité offensive amène les deux équipes à se séparer à la mi-temps sur un score vierge, 0 but partout. À la pause, le staff technique font quelques réglages et galvanise leurs joueuses. Une réaction qui va payer du côté des filles des Retrouvailles Football Club qui vont mettre le pied sur l'accélérateur. Sollicité aux abords de la surface de réparation par Daniel, Yamale Florencia parvient à mettre dans le vent son vis-à-vis avant de battre la gardienne de but de Secus et ouvre ainsi la marque à la 39e minute. 2 minutes plus tard, c'est au tour d'Edith d'aggraver le score. 10 minutes après la reprise, Retrouvailles Football Club mène déjà par 2 buts à 0. Un score qui va rester inchangé jusqu'à la fin de la rencontre malgré la domination quasi totale des filles de Retrouvailles Football Club. On a entraîné avec tous les dirigeants, avec toute la capacité de nos dirigeants. Donc, le travail physique, tout technique et moral, on avait. Donc, c'est pour ça qu'on a gagné ce match. L'entraîneur de Secus, Nudjugoto Mbailasem, qui reconnaît la supériorité technique et tactique des filles de Retrouvailles, estime que la méforme de ces joueuses est la cause de cette seconde défaite en une semaine. Avec cette victoire, Retrouvailles Football Club féminin réalise le double coupe champion en 2 saisons consécutives. Mesdames, Messieurs, ici prend fin cette édition. Bonsoir.